Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Surprise interculturelle. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans le podcast Dominique Chimbakala, journaliste et présentatrice du journal Afrique de TV5 Monde. Bonjour Dominique. Bonjour Charlotte. Nous sommes toutes les deux généreusement accueillies pour cet épisode par France Travail à Paris. Mille merci à eux, c'est super. Si vous connaissez déjà Surprise interculturelle, vous le savez, c'est pas vraiment dans mes habitudes de dérouler moi-même la bio de mes invités. Alors j'aimerais te donner la parole, Dominique, pour que tu te présentes à nous avec tes propres mots. Qui es-tu ? C'est quoi ton histoire ? Bonjour Charlotte. Alors c'est toujours un peu difficile de se présenter, mais spontanément j'ai envie de te dire que je suis une femme de 47 ans, maman de 2 enfants et franco-congolaise. Voilà. Ça c'est en résumé. Et mon histoire, puisque le podcast parle d'interculturalité, mon histoire c'est que j'ai vécu dans 2 pays. Je suis franco-congolaise et je le dis toujours avec beaucoup de fierté. Je suis fièrement binationale et c'est vraiment mes 2 cultures. C'est les 2 pays dans lesquels j'ai vécu et que je connais. Je suis née en France et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, avec une petite parenthèse où je suis retournée au Congo entre 3 et 4 ans, mais sinon de 0 à 10 ans, j'ai vécu en France. Donc j'ai fait ma maternelle et ma maternelle assez peu, mais j'ai surtout fait mon école primaire dans le Val-de-Marne. Et puis ensuite, à partir de 10 ans, puisque ma maman était hôtesse de l'air, et que la raison pour laquelle je suis née en France, c'est qu'elle était hôtesse de l'air pour une compagnie qui n'existe plus, qui s'appelle Air Afrique, et qui entre-temps, qui depuis là a fait faillite, mais à l'époque elle était basée à Paris avec sa compagnie aérienne. Et donc c'est comme ça que mes parents se sont rencontrés. Mon père était étudiant à la Sorbonne, ma mère travaillait déjà. Ils se sont rencontrés à Paris et c'est comme ça que je suis née en région parisienne. Et quand en 1987, la base parisienne d'Air Afrique a fermé, il fallait donc retourner en Afrique et choisir une base. Enfin, ma mère a dû choisir une base parmi les 3 pays où c'était possible. Donc nous, on a choisi Brazzaville, puisque c'était notre pays d'origine. Tes 2 parents étaient... Mes 2 parents sont de Brazzaville. Et donc de 1987 à 1994, c'est-à-dire pour moi de la 6e à la terminale, j'ai vécu à Brazza, où j'étais scolarisée au lycée français, Saint-Exupéry. Et j'ai passé mon bac là-bas. Et après le bac, je suis revenue en France, donc depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui 2024. Voilà. Ça fait quelques années. Exactement, ça fait 30 ans cette année. Voilà. Pas mal. Mais en fait, avec une maman hôtesse de l'air sur Air Afrique, tu étais destinée à voyager. Ben oui, en fait j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une maman qui non seulement était hôtesse de l'air, mais qui nous a fait beaucoup voyager parce que je pense qu'elle considérait que le voyage, ça faisait partie de l'éducation. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je la remercie vraiment parce qu'elle nous a tous fait voyager. Donc quand j'étais en France, je partais au Congo 1-2 fois par an, 3 fois par an même pendant les vacances. Quand j'étais au Congo, je venais en France très facilement, parfois pour voir mes copines. Et puis surtout, elle nous a fait voyager ailleurs, dans d'autres pays. Et donc j'ai eu la chance de partir, par exemple, de découvrir l'Asie. J'avais 14 ans encore, j'étais adolescente. Donc je suis allée à Hong Kong et à Bangkok avec mes parents. Je suis partie aux États-Unis, à New York, à Washington. J'ai découvert aussi d'autres pays d'Afrique. Donc je suis partie à Abidjan, à Dakar. Et on voyageait tout le temps en fait, à chaque fois on voyageait et donc c'est un virus le voyage. Oui. Donc une fois qu'on l'a attrapé, et en plus je dois dire que nous c'est dans les gènes, parce que ma mère est une grande voyageuse, elle a vraiment beaucoup voyagé.
beaucoup plus que moi, pas seulement du fait de son travail, mais aussi par goût. Donc même quand elle était en vacances, elle allait visiter l'Asie, elle est partie au Moyen-Orient. Mes parents, je sais que pour leur voyage de noces, ils ont fait un tour du monde. Donc ils sont allés au Pakistan, en Inde, en Australie, enfin, ils ont fait un tour du monde, quoi. Donc oui, vraiment, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui voyageait beaucoup, qui aimait les voyages, qui considérait qu'il fallait voyager pour connaître les autres, et qui disait souvent ceci, et ça c'est un proverbe qui existe dans sa langue, en lari, et je le traduis, qui dit « Quand tu arrives dans un village, si les gens dansent sur une seule jambe, eh bien toi aussi danse sur une seule jambe. » Et donc c'est ça en fait, quand on arrive quelque part, il faut s'adapter. Et je crois que beaucoup voyager et être élevé aussi dans cet esprit-là, c'est être élevé dans un esprit d'adaptation. Quel que soit l'endroit où tu arrives, tu t'adaptes. Je suis d'accord à 200%. Mais attends, il faut que tu me dises, du coup, ta maman est en hôtesse de l'air, est-ce qu'il y avait ce truc qui fait rêver tous les voyageurs de vous pouviez prendre l'avion quand vous voulez, comme vous vouliez? Prendre l'avion comme on voulait, quand on voulait. Et ça, c'était vraiment génial. L'avion, c'était vraiment... Je me souviens une fois, il y a une tantine du quartier, parce que c'était une dame qui vivait dans le quartier, c'était un peu comme une tata du quartier. Et un jour, elle disait en parlant de nous, oui, mais eux, ils prennent l'avion comme le taxi. Donc effectivement, pendant les petites vacances, pendant les vacances de Noël, les vacances de Pâques, on pouvait voyager, quoi. Même si c'était pour partir dans un autre pays d'Afrique proche, pour partir à Abidjan, pour partir à Dakar. En même temps, on se fait bien des week-ends à Bruxelles, à Madrid. Exactement, voilà. Et puis Abidjan, Dakar, c'est quand même encore une autre région d'Afrique, parce que nous, on était à Brazza, en Afrique centrale. Abidjan, Dakar, c'est l'Afrique de l'Ouest, donc c'est encore différent culturellement. C'est pas comme si je partais, Kinshasa, c'est juste en face, ou Libreville, ou Yaoundé ou Douala. Non, là, c'était quand même aussi déjà Dakar, Abidjan, c'est encore autre chose, c'est l'Afrique de l'Ouest. Des paysans, quoi. Mais oui, on a eu la chance de beaucoup voyager, ouais. Ah, c'est extraordinaire, mais quelle chance, comme tu dis, c'est génial. Et du coup, alors, moi, je suis en train de mélanger toutes mes questions, évidemment, mais de toute façon, c'était, voilà. C'est quoi ton rapport du coup à tes deux pays? Parce qu'en plus, c'est pas juste que tu as vécu dans l'un ou dans l'autre, c'est que c'est des allers-retours. Comment, enfin voilà, tu considères que c'est quoi ta culture? Alors attention, je tiens à préciser que cette question ne signifie pas choisis l'une ou l'autre, évidemment. Mais voilà, c'est quoi ton rapport à la culture, à ta culture, ton ou tes identités? Tu fais bien de dire d'emblée, ça ne signifie pas choisir l'une ou l'autre, parce que ça, c'est proprement impossible. Parce que justement, ces deux-là s'entremêlent et font de moi ce que je suis. Toute mon enfance, elle est française, de 0 à 10 ans. Mes amis d'enfance sont en France, mes souvenirs d'enfance sont en France, enfin certains souvenirs d'enfance, certains souvenirs d'enfance, puisque j'en ai aussi quand même un petit peu au Congo pendant les vacances, pendant les fêtes de famille, etc. Mais mes amis d'enfance sont en région parisienne, et toute mon adolescence, elle est au Congo. Donc la période où je me suis construite comme jeune fille, c'est au Congo. Et toute ma période, toute ma vie d'adulte, elle est en France. Et aussi, toute mon éducation scolaire est française, puisque j'ai toujours été scolarisée dans des établissements français quand j'étais en France et même quand j'étais à Brazza. Et en même temps, toute ma culture familiale, elle est congolaise. Je parle le lingala, je parle et comprends très bien le lari, qui est la langue de ma mère, qui est une langue parlée dans le sud, dans les régions sud du Congo. Je comprends le kikongo. Ça, c'est parce que j'ai vécu aussi au Congo et parce que ma mère, avec ma tante qui vivait chez nous à la maison, elle parlait souvent en lari. Donc ça veut dire que moi, au moins quand j'étais petite, même si quand j'étais petite je ne parlais pas, je ne parlais pas le lari, qui est ma langue maternelle, mais j'étais capable de le comprendre. Et puis quand je suis partie vivre à Brazzaville, j'ai été capable de le parler un petit peu. En tout cas, je pouvais avoir une conversation avec mes grands-mères. Mes deux grands-mères parlaient des langues différentes. Ma grand-mère paternelle parlait surtout le lingala, ma grand-mère maternelle parlait le lari. Je pouvais les comprendre les deux, donc je pouvais discuter avec mes grands-mères. C'est tellement important dans le lien à la culture. Dans le lien à la culture, voilà, tu me poses la question du lien à la culture, la langue. Alors, je vais quand même être honnête, je parle aucune langue du Congo aussi bien que je parle le français. Okay. Parce que le français, c'est la première langue que j'ai apprise, donc en ce sens,
c'est ma langue maternelle à moi, puisque c'est la première langue que j'ai apprise. Quand j'ai commencé à parler, je parlais en français, mes parents me parlaient en français, et j'ai appris à parler en France. Et puis si je ne me trompe pas, c'est la langue officielle c'est la langue officielle du Congo-Brazzaville aussi, voilà. Mais le fait de pouvoir parler dans la langue maternelle de mes parents, ça fait que je peux parler avec mes grands-parents et donc ils peuvent me transmettre des choses, ils ont pu me transmettre des choses. Et ça, la langue, c'est vraiment précieux. Au moins de la comprendre et mieux encore de la parler, ça permet pas seulement de communiquer, ça permet de transmettre des sentiments, de transmettre du lien social, du lien familial. Donc oui, ça a été... le fait de vivre au Congo, ça m'a permis de pratiquer ces deux langues-là, de les comprendre mieux, de les parler. Donc oui, avoir vécu au Congo, je dis toujours que ça a été mon privilège. Extraordinaire, ça donne envie. Je ne suis pas allée encore, mais je pense que ça va vite se rajouter sur ma liste de destinations. Et du coup, en tant qu'élève du lycée français, on est toutes les deux des anciennes élèves de lycée français, est-ce que toi, tu as souvenir qu'au lycée français à Brazza, vous parliez d'interculturalité ou pas? Parce que moi, j'en ai pas le souvenir. Enfin, moi, j'étais à Sydney pour le coup, et j'ai pas le souvenir qu'on parlait de ces sujets-là. En fait, je pense qu'on n'en parlait jamais parce qu'on la vivait. Et ça nous venait... Si tu veux, on la vivait, mais on ne se rendait même pas compte qu'on vivait l'interculturalité. C'était tellement naturel et tellement normal pour nous, parce que dans un lycée français, tu as 150 nationalités. Donc, tu avais toutes les nationalités de l'Afrique. En plus, Brazzaville, à cette époque, c'était le siège régional de l'OMS. Tu avais aussi les diplomates de l'Union africaine, de toutes les organisations internationales. Tu avais plein d'expatriés de tous les pays. Donc, tu avais des Canadiens, tu avais des Américains, tu avais des Chinois, tu avais des Sud-Américains, tu avais des Russes, évidemment. Enfin, tu avais toutes les nationalités de la Terre. Et donc, tu t'adaptes, encore une fois. En fait, toute ta vie, toute ma vie, en ayant été scolarisée dans un lycée français, ça a été de m'adapter, non pas à une culture dominante, parce que c'est ça la différence en fait, quand tu es dans un lycée français, par rapport à quand tu es dans une école française en France. En France, tu es dans une école française, et tu es en France, et donc tu dois t'adapter à la culture française, à l'enseignement français, au code français. Dans un lycée français à l'étranger, tu apprends à comprendre et à connaître les codes français, tu apprends à comprendre et à connaître la culture française, la langue française, éventuellement les traditions françaises aussi, parce qu'on les enseigne aussi un peu. Bien sûr. Tu apprends à les connaître, mais on ne te demande pas de t'adapter nécessairement à ces codes-là. Non. Oui, c'est vrai. En fait, on te demande même pas. Ce que tu as à faire, parce que tu vis avec des gens qui viennent de 150 pays différents, c'est de t'adapter aux façons de faire des uns et des autres. Et donc avec ton voisin de droite, lui il va comprendre les choses un peu comme ça, avec le voisin de gauche ça serait un petit peu comme ça. Et tu t'adaptes en fait. Et ça se fait naturellement. Et c'est absolument naturel. Et en fait on n'en parle même pas parce que... tu t'adaptes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a même pas... la question ne se posait même pas. Et voilà. Tu vois, nous, on l'avait moins parce qu'on était un tout petit lycée. On était 250 de la maternelle à la terminale. Et on était quand même en grosse majorité des Français. Alors nous, on était un petit lycée. Enfin, c'était d'ailleurs une école. Et dans la même école, il y avait pas la maternelle, mais il y avait l'école primaire, le collège et le lycée. Ouais, pareil. Il y avait tout ça à Brazzaville, dans le même étabbissement. Néanmoins... Parce que Brazzaville était une sorte un petit peu de pôle régional, hein, je te dis, il y avait des gens de l'OMS, il y avait beaucoup, en plus à l'époque c'était un pays communiste, donc il y avait aussi pas mal, il y avait quelques Russes, il y avait beaucoup de Français bien sûr, mais il y avait aussi des coopérants, des expatriés de plein de pays, et de beaucoup de pays d'Afrique. En fait on avait beaucoup de pays d'Afrique, et on avait aussi beaucoup de pays européens, notamment les membres les gens qui travaillaient dans les ambassades, dans les consulats, ils mettaient leurs enfants dans les lycées français. Et à cette époque-là, il n'y avait quasiment pas d'école privée. C'était vraiment, je te parle de ça, on était dans les années, moi je suis arrivée à Brazzaville en 1987, j'ai vécu jusqu'en 1994.
C'était communiste jusqu'au début des conférences, enfin jusqu'à la chute du mur de Berlin et au début des conférences nationales, donc dans les années 90. Donc il n'y avait pas beaucoup d'écoles privées, il n'y avait pas d'école privée, il y avait juste le CNED, cours à distance. Donc les gens qui venaient comme coopérants ou comme membres des ambassades, des consulats, etc., ils mettaient leurs enfants au lycée français. Donc on avait vraiment beaucoup de nationalités. Enfin, moi, ce sont des souvenirs extraordinaires et j'en parle souvent. Donc, je suis désolée pour les gens qui écoutent le podcast à chaque fois parce que je me répète, mais il y a cette notion de troisième culture qui est celle de ceux qui ont voyagé, même si on n'a pas les mêmes pays en commun, on se comprend naturellement. Et bien justement, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'on n'avait pas à s'adapter à une culture dominante, parce qu'il n'y avait pas de culture dominante en réalité. Il y avait un enseignement dominant, bien sûr, on était dans un enseignement français, mais il n'y avait pas une culture qui était supposée être un petit peu au-dessus de l'autre et à laquelle tout le monde devait s'adapter, c'est comme ça, et puis c'est tout. Il y avait des gens qui venaient tous avec leur propre bagage, et en fait, on s'adaptait les uns aux autres, mais finalement, je crois que ça forme aussi une troisième culture, tu vois, comme tu le dis, parce que cette capacité de s'adapter, de regarder, de comprendre avant d'agir, ça fait qu'on trouvait tous nos repères. Tout le monde se comportait comme ça. Et je pense que c'est ça, cette troisième culture. C'est cette culture de l'adaptation et de savoir aussi que, quel que soit l'endroit où on est et avec qui on peut toujours trouver un point d'appui pour être bien les uns avec les autres. Et c'était ce qu'on expérimentait au quotidien, en fait. C'est magnifique, j'adore, tu le présentes super bien, je suis d'accord sur toute la ligne. On peut peut-être en profiter pour parler un petit peu de la LFM, du coup. Donc l'Association des anciens des lycées français du monde, dont tu as été présidente. Tu peux dire en quelques mots quelle est l'âme de cette association ? Oui, j'ai été présidente de cette association pendant 4 ans, de 2018 à 2022. Donc j'ai été élue en 2018, réélue en 2022, et puis ensuite j'ai passé la main. Et c'est l'association des anciens des lycées français du monde, donc constituée d'anciens élèves essentiellement, de tous les lycées du monde entier. Donc des lycées français de Brazzaville, de Yaoundé, de Washington, de Londres, de Johannesburg, de Pékin, de Moscou, de Prague, etc. Sur la plateforme des lycées français du monde, on en est à plus de 8000 membres sur la plateforme. Mais en fait, comme on le disait, toi et moi, on est très attachés, je pense, individuellement, quand on vient des lycées français, à son lycée. Oui. Donc on côtoie d'abord les gens de son lycée, ou les gens qui sont passés, ou qu'on a rencontrés au cours de nos études et qui ont fait d'autres lycées français, mais il y a toujours un truc qui fait qu'on se reconnaît et qu'on se retrouve et qu'on garde contact. Donc on prend attache d'abord avec les gens on garde attache avec les gens de son lycée. Et puis cette association, quand même, la LFM, ça permet de se retrouver, ça permet de connaître d'autres gens, d'autres lycées dans le monde. Et ça, c'est vraiment un truc, comment te dire ? Moi, j'ai rencontré cette association parce que figure-toi que mon ancien proviseur travaillait à un moment donné à l'AEFE, donc l'agence de l'enseignement français à l'étranger, qui donne les homologations et qui gère la plupart des lycées français à l'étranger, les établissements en gestion directe et qui donne l'homologation pour les autres établissements. Et donc Patrick Ténez, mon ancien proviseur, travaillait à l'AEFE. Et cette année-là, ils organisaient un FOMA, un forum des anciens des lycées français du monde, quoi. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout l'association, et c'est Patrick qui m'a retrouvée, parce que je crois qu'il avait dû voir que je présentais le journal, donc on m'a contacté à TV5 Monde, et puis on m'a demandé si je pouvais venir, parce que ce FOMA-là était organisé à Vienne, je crois que c'était en 2000... Ça remonte, mais ça devait être en 2013, je crois. Je crois que ça doit être ça. Ça doit être en 2013, il me semble. 2013 ou 2014, je ne sais plus. Bref, il me demande si je peux venir à Vienne. Et puis moi, je ne pouvais pas parce que j'étais en train de faire un documentaire à ce moment-là et ça tombait sur mes semaines de tournage. Donc, je n'ai pas pu aller à Vienne, mais j'ai quand même fait une vidéo. Et c'est comme ça que j'ai connu l'association. Okay. Et puis ensuite, j'ai gardé un peu le contact avec l'association. Et puis après, quand il y a eu des élections, j'y ai participé. Je n'ai pas été élue la première fois, mais j'ai continué à être membre de l'association. Et puis 2 ans après, donc
en 2018. Donc je me suis présentée parce qu'à ce moment-là, on avait besoin de renouveler un petit peu l'association. Et donc j'ai été sollicitée et je me suis présentée. Et donc j'ai été élue et je suis restée 4 ans. Et pendant ces 4 ans, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas ce que moi j'ai essayé de faire comme présidente, c'est de faire en sorte d'abord que l'association soit un petit peu plus connue, donc en parler le plus possible dans les médias. Ça doit être à peu près à ce moment-là que j'ai découvert. Voilà, et il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'elle devrait être encore plus connue que ce qu'elle ne l'est. Mais oui, puis on est tellement nombreux. On est tellement nombreux, on on est des centaines de milliers, voire des millions dans le monde. Donc elle devrait évidemment être connue encore plus, mais voilà, à ce moment-là, on a tâché de la faire connaître davantage dans les médias, donc de faire aussi des interviews dans les médias, d'organiser également, on a créé un forum professionnel, parce que, si tu veux, dans l'association des lycées français du monde, beaucoup viennent parce qu'ils ont la nostalgie de leurs études dans un lycée français dans le monde. Et souvent, quand on commence à avoir la nostalgie, c'est souvent quand on arrive dans les 30, 40, 50 ans, etc. Donc la problématique, c'était comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait davantage de jeunes qui viennent dans l'association, qui participent à la vie de l'association et qui fassent vivre l'association. Les jeunes, ils sont en train de construire leur carrière. Donc ce qui les intéresse, c'est surtout trouver des opportunités professionnelles. Et puis les opportunités de ce réseau-là, elles sont incroyables. Et les opportunités de ce réseau, elles sont absolument incroyables. Donc l'idée, c'était de créer un forum professionnel pour pour que les gens puissent se rencontrer. C'est-à-dire comme un FOMA, c'est-à-dire un forum mondial des anciens élèves, mais avec une spécificité professionnelle. Donc le premier qu'on a fait, c'était en 2019, le premier FOMA, donc 1 an après mon élection. On a fait un premier forum professionnel à Paris, en présentiel. C'était la toute première édition, et on a même remis un prix de l'engagement, parce que dans la communauté des anciens élèves, beaucoup s'engagent dans des associations, au service des autres, et donc on voulait aussi mettre ça en lumière et récompenser ça. Donc on est allé chercher un partenariat pour qu'on ne soit plus uniquement financé par l'AEFE, parce que c'est un organisme public. Et comme on sait, tous les organismes publics, les budgets décroissent, même si l'AEFE est un partenaire absolument extraordinaire, qui est vraiment toujours et encore aujourd'hui aux côtés des anciens élèves. C'est vraiment un super partenaire. Mais on s'est dit que c'était bien aussi d'aller chercher des partenariats privés, d'autant que c'est un forum professionnel qu'on voulait organiser, donc ça pouvait intéresser les entreprises privées aussi de rencontrer cette communauté-là. Donc on a fait le premier forum en 2019 qui s'est plutôt très bien passé. Pour la première édition, on a eu 300 personnes qui sont venues. C'est énorme. Pour la première édition, pour une toute première édition, c'était dans un chouette lieu à Paris, c'était très convivial, c'était vraiment très sympa. Et puis 2020, Covid. Donc en 2020, on n'a pas fait. Tout. En 2020, on n'a pas fait. On a fait en 2021 et en 2022, mais on l'a fait en version dématérialisée. Ah oui. Donc ça, c'était un peu la version... C'était une sacrée organisation. C'était une sacrée organisation. C'est pas pareil, mais c'était intéressant. C'était quand même intéressant, mais c'est vrai que le fait de se rencontrer, ça change tout. Ça change tout. Oui, ça change tout. La première édition, c'est vraiment l'édition qui est la plus chère à mon cœur, parce que les gens, je pense, qui sont venus étaient agréablement surpris. Et puis surtout, non seulement ils pouvaient voir les entreprises, parce qu'il y avait des entreprises qui étaient venues, évidemment, il y avait des stands d'entreprises, mais aussi ils pouvaient se rencontrer les uns les autres. Et puis c'est un côté beaucoup plus informel que quand tu es Exactement. en visio. C'est un côté plus informel. Pour papoter autour d'un café, c'est pas absolument. La même chose, donc vraiment, oui, se rencontrer, c'est génial. Les FOMA, c'est génial. Et pour que les jeunes puissent se rencontrer, en fait, pour que toutes les générations de notre communauté puissent se rencontrer, c'est bien aussi d'avoir un côté professionnel, parce que c'est ce qui les intéresse, et que les possibilités données par ce réseau, elles sont à l'infini, elles sont énormes. Voilà. Bah c'est super, et puis je suis ravie parce que c'est grâce à ça que je t'ai connue toi. et qu'on peut être là, discuter de ça aujourd'hui, mais parce que encore une fois, c'est sans fin les discussions qu'on peut avoir sur l'interculturel, entre autres avec... et ça a vraiment été une période vraiment super de... J'ai adoré faire ça.
J'ai adoré, alors c'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est pour ça que quand on le fait pendant 4 ans, c'est bien de passer la main. C'est bien de passer la main parce que quand on travaille vraiment, quand on essaie de créer des choses et tout, c'est du travail, quoi, c'est beaucoup de boulot. Et puis moi j'avais une vie aussi en parallèle, je suis maman, en même temps j'avais repris des études, je travaillais aussi à Télé 5 Monde, donc bon, je menais 4 vies en même temps. Why choose? Voilà, c'est un peu beaucoup, mais je dois dire que je pense que, tu sais, sur les CV, on marque souvent expérience professionnelle, etc. Et puis on marque aussi ses engagements. Et ça, pour moi, ça a été l'engagement le plus fort et l'engagement dans lequel j'ai le plus appris. Parce que gérer une association, c'est... D'abord, je ne suis pas sûre que ça s'apprenne. En tout cas, moi, je ne l'avais pas appris au préalable. Donc, il faut... je pense qu'il faut quelques compétences humaines d'abord, et puis on les travaille avec les gens. Quand on gère une association, personne n'est notre subordonné. Donc il faut réussir à mobiliser les gens sur un projet commun, mais vous n'avez pas un rapport de subordination avec les gens, vous ne les payez pas non plus, ils sont bénévoles. Donc comment est-ce que vous faites pour mobiliser des gens qui sont bénévoles alors que vous n'êtes pas leur patron et que vous ne les payez pas. Donc il faut trouver des ressources, il faut réussir à motiver les gens, trouver des ressources. Donc je veux dire que dans cette expérience de 4 ans, j'ai vraiment énormément appris. Ça a été une expérience, je pense, essentielle, fondamentale dans ma structuration, enfin dans ma façon de... Je pense que pour le métier que je fais, et peut-être pour le métier que je ferai peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, si je ne suis plus journaliste, d'avoir eu cette expérience-là m'aura été extrêmement profitable. J'en doute pas une seule seconde. En tant que fondatrice d'association et directrice d'association, je vois tout à fait de quoi tu parles. Et ça me fait marrer ce que tu dis tu ne peux pas apprendre à l'avance. Enfin voilà. J'avais vu une expression, ou une citation, je ne sais plus, c'est on n'apprend pas à conduire dans une voiture garée. Absolument. À un moment donné, il faut y aller. Je trouve ça génial. Il y a un moment... il ne faut pas y aller en ayant... Enfin, on apprend avec des gens quand même qui nous guident un petit peu, qui nous donnent des conseils, qu'il faut toujours avoir... faut avoir, je pense, des mentors et des conseillers. En tout cas, au moins des conseillers, à défaut de mentors. Écoutez beaucoup. Pour moi, c'est important d'écouter. À la fin, je tranche. À la fin, c'est toujours moi... en tout cas, quand on est j'estime que si je suis en position de diriger... c'est mon job de trancher à la fin. Absolument. Mais avant de trancher, j'écoute beaucoup. Et parfois, je peux prendre des décisions qui vont être contraires à ce qu'on m'a dit. Mais en tout cas, j'aurais écouté, j'aurais entendu, j'aurais pesé le pour et le contre. Et avec tout ça, je peux prendre une décision. Et on les retrouve, ces compétences interculturelles. On prend en compte toutes les différences, les différents points de vue, les différentes opinions, pour après trouver une ligne commune. Absolument. Pour trouver une ligne commune. Et alors, dans ton métier, parce que donc toi, tu présentes le journal Afrique de TV5 Monde. On est d'accord, Afrique, c'est large. C'est large, c'est et ça 54 pays. Ouais. Plein de cultures différentes, de langues différentes. Comment ça se passe du coup? Alors, comment tu intègres l'interculturel dans ton métier en fait? Alors le journal Afrique, c'est même plus large que ça parce que je présente un journal qui traite de l'actualité africaine. Mais ce journal est diffusé partout dans le monde. Donc, des Canadiens, des Sud-Américains, des Asiatiques, des Africains, des Européens qui nous regardent doivent comprendre de quoi on leur parle. Ce n'est pas nécessairement des spécialistes de l'actualité africaine. Donc ça veut dire qu'il faut toujours vulgariser. Bon, ça c'est le métier de journaliste de toute façon, d'être capable de vulgariser. Mais je travaille dans une chaîne internationale. Donc notre public il est international. Il ne faut jamais oublier ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, puisqu'avant d'être présentatrice, j'ai longtemps été reporter. Quand on va sur le terrain, c'est très compliqué le métier de reporter, en fait. C'est vraiment le métier de base du journalisme. C'est l'essence même du journalisme, parce que si vous n'avez pas des gens qui vont sur le terrain pour rapporter de l'information, il n'y a rien à présenter, en fait. Le présentateur, il n'a rien à présenter. Le présentateur, il présente les reportages des reporters.
tu vois. Donc, c'est un métier difficile parce que quand tu cales un reportage, tu passes des coups de fil. Par exemple, je ne sais pas, je te donne un exemple, tu veux faire un reportage sur mettons, les dégâts de la guerre sur les enfants. Tu vas par exemple choisir l'angle, je ne sais pas, d'aller dans un hôpital et d'aller tourner avec des familles, avec des parents, des médecins qui s'occupent d'enfants et qui voient quelles sont les blessures pour ces enfants, etc. Imagine-toi que tu vas rencontrer des gens qui sont dans des souffrances terribles, qui vont parler de leurs enfants, qui sont peut-être en train de mourir ou peut-être qui vont mourir, ou en tout cas qui sont malades ou blessés. Donc il faut que tu arrives à convaincre les gens de te parler. Là, je te parle d'un cas extrême, parce que souvent en temps de guerre, d'ailleurs, les gens acceptent de parler parce que ça leur permet aussi d'exprimer toute l'injustice de ce qu'est la guerre et toute la cruauté de la guerre. Mais j'ai travaillé aussi longtemps au magazine de la santé sur France 5. Donc là, quand par exemple tu as un reportage à faire, je ne sais pas, sur... je te donne un exemple comme ça au hasard, mais c'est des sujets qu'on a traités. Et on traite des sujets, si tu regardes le magazine de la santé encore aujourd'hui, tu verras que tous ces sujets sont traités. Les hémorroïdes, par exemple. Est-ce que c'est douloureux d'avoir des hémorroïdes? Comment est-ce qu'on traite? Qui on... Ton téléphone, trouver quelqu'un qui va accepter de te parler de ses hémorroïdes, avec qui, parce qu'on fait de la télé, c'est pas de la radio. Donc quelqu'un qui va accepter de te parler de ses hémorroïdes, d'être filmé pendant la séance chez le médecin, de trouver le médecin avec qui tu peux filmer, etc., etc. Accroche-toi. Good luck. Parfois, tu peux avoir des sujets à faire sur des sujets plus... Moi, j'ai eu des sujets plus compliqués. Enfin, on a tous eu des sujets plus compliqués à faire sur des gens qui avaient eu des traumatismes crâniens. Donc, il faut trouver une famille. Par exemple, sur des enfants qui avaient été victimes de traumatismes crâniens. Il faut raconter une histoire, en fait. Donc, il faut toujours trouver un personnage à partir duquel tu vas raconter... Tu vas raconter l'histoire de ce personnage, et à travers l'histoire de ce personnage, tu vas raconter l'histoire de la maladie, l'histoire du traitement, l'histoire, mais il faut toujours que tu trouves un personnage. Donc ça, c'est pas évident. Avant de trouver la personne qui va accepter de te parler, tu peux en passer des coups de fil. Et quand tu es journaliste, tu as un temps réduit. On te dit, tu dois faire ce reportage pour la semaine prochaine. Donc ça veut dire, pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? C'est pour te dire que quand tu es journaliste, ta première compétence, quand tu fais du reportage, ce n'est pas une compétence technique. Ce n'est pas de savoir comment il faut prendre la caméra, comment il faut filmer, comment il faut bien raconter l'histoire. Évidemment, ça, c'est la base. Tu ne peux pas faire de journalisme si tu ne sais pas comment raconter une histoire, bien raconter une histoire et bien aller chercher l'information et vérifier les informations pour ensuite raconter une histoire qui soit vérifiée, fiable, etc. Si tu ne sais pas faire ça, tu ne peux pas faire de journalisme. Forcément. Mais je dis souvent que l'autre très grande compétence, c'est une compétence psychologique, humaine. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va accepter de te parler? Pourquoi est-ce que, et je pense que tu en as déjà fait l'expérience, il y a des gens, tu les vois et tout de suite tu as envie de leur parler. Et puis tu leur parles, et tu ne sais pas pourquoi tu leur parles d'ailleurs. Mais tu leur parles, et puis ils te répondent, et puis vous conversez. Et puis il y a d'autres, tu n'as pas envie de leur parler. Et souvent, tu as des gens qui diront « mais je ne comprends pas, moi les gens viennent toujours me parler ». Voilà. Qu'est-ce qui fait que les gens acceptent de te parler? Quand tu es journaliste, tu dois t'arranger pour que les gens acceptent de te parler. Et tout de suite, tu es dans l'intimité des gens, pour que les gens acceptent de te confier leur intimité, leurs souffrances, leurs espoirs, leurs traumatismes. En fait, ils t'ouvrent la porte de leur vie, quoi. Tu vois, que tu fasses des reportages avec des SDF, avec des prostituées, avec des personnes malades, avec toutes sortes de personnes. Tu vois, il faut que tu arrives à faire en sorte il faut que tu crées le lien. Et moi, je dirais qu'avoir vécu avec des gens tellement différents, ça développe tes compétences psychologiques. Ça t'aide à comprendre les gens, je pense, sans doute plus rapidement. Parce que comment fonctionne la plupart des gens? La plupart des gens,
on fonctionne tous comme ça. On est dans une société, on a des codes. Si quelqu'un fait ça, ça veut dire que c'est comme ci. Si quelqu'un fait ça, ça veut dire que c'est plutôt comme ça. Bon. Toi, quand tu arrives dans un lycée français ou quand tu vis avec des gens qui viennent de tous les pays du monde, les codes de X ne sont pas les mêmes que les codes de Y. Donc, comment tu fais pour spontanément dire X, il fonctionne comme ça, Y, si elle me dit ça, ça veut dire que ça. Tu ne peux pas fonctionner par schéma. Or, dans toutes les sociétés du monde, on fonctionne beaucoup par schéma. Je pense que le parcours qu'on a eu, le parcours de vie qu'on a eu, fait qu'on arrive sans doute plus que les autres à sortir du cadre, à sortir des boîtes, à sortir des schémas. À faire de la décentration. À décentrer ton regard, exactement. Et de d'abord regarder la personne, l'observer, comprendre quelque chose, et à partir de ce que tu auras compris, avoir une interaction avec la personne. Voire lui demander. Et en journalisme, en fait, c'est comme ça que ça marche. Parce que tu as très peu de temps pour rencontrer les gens, pour parler avec les gens. Donc il faut que tu comprennes les gens, il faut que tu sentes les gens. Il faut que tu arrives à sentir les gens assez vite. Il y a des gens qui sont, il y a pas... je ne suis pas en train de dire qu'il faut nécessairement être passé par un lycée français ou avoir vécu à l'étranger pour être capable de faire ça. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie dans leur pays uniquement et qui savent très bien faire ça. Mais ce n'est pas si fréquent. Et c'est une compétence que tu développes plus facilement quand tu as été confronté à différentes cultures. Exactement. Oui, tout à fait. Absolument. C'est marrant parce que du coup, dans ma conférence, pour donner un peu le cadre, je donne une conférence cet après-midi justement à France Travail. C'est pour ça que c'est France Travail qui nous accueille. Et un des éléments principaux dont je vais parler, donc ce sont les compétences interculturelles et notamment la décentration. Donc j'ai cette image avec, tu sais, t'as un 6 ou un 9 écrit au sol, et tu as deux personnes, une de chaque côté, et en fait, tu as le mec qui est côté 6 qui dit « Ah non, c'est un 6 », et la nana qui est côté 9 qui dit « Ah non, c'est un 9 ». Et en fait, les deux ont raison. C'est la même chose. Et ça, tu le sais que quand tu regardes l'image d'un regard extérieur. Donc, c'est vraiment ça, la compétence. Et c'est intéressant de faire le lien avec le métier de journaliste. Je trouve ça particulièrement intéressant. Et alors, j'ai une question plus spécifique, du coup, là-dessus. Je me suis rendu compte dans mes voyages qu'il y a quand même des pays, on va dire, qui sont plus extravertis que d'autres et qui vont plus facilement se livrer et partager leur culture et partager leur intimité que d'autres pays où il y a plus de pudeur, j'ai l'impression. Est-ce que toi, ça tu le sens dans ton métier? Est-ce que tu as pu le voir dans différents pays Oui, très clairement. Le rapport à l'autre n'est pas le même. Tu vois, ne serait-ce qu'en Afrique, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, il y a des différences, par exemple. Nous, en Afrique centrale, on est très... dans les rapports avec les gens, on est très franc. Si on est content, on est content. Si on n'est pas content, on n'est pas content et puis on le montre, quoi. Enfin, vraiment, on exprime de façon très directe, parfois même un peu brutale, hein, je dirais, ce qu'on pense parce que nous, on se dit, oui, mais nous, on n'est pas hypocrite. En Afrique de l'Ouest... Je ne dirais pas que c'est de l'hypocrisie. C'est plus de diplomatie. C'est plus de diplomatie, c'est un rapport à l'autre qui fait que tu ménages davantage l'autre. C'est une forme de politesse. Je n'appellerais pas ça de l'hypocrisie, tu vois ce que je veux dire. Mais dans la façon dont on se tient avec l'autre, on ne dit pas les choses... par exemple, au Sénégal, il y a une pudeur. Il y a un respect de soi, une pudeur, et ça porte un nom d'ailleurs en Wolof, dont je ne me souviens plus, mais ça c'est nommé, ça porte un nom. On ne dit pas les choses comme ça, quoi. Il y a une tenue à avoir et on ne dit pas les choses comme ça. En Afrique centrale, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On dit, quand on n'est pas content, on dit. Et puis, c'est pas seulement quand on n'est pas content, hein, on dit, on est assez cru en fait. Okay. on est assez cru. Même dans les conversations entre femmes, entre femmes et hommes, même dans les relations entre femmes et hommes. En Afrique centrale, on est beaucoup plus cru et beaucoup plus direct, par exemple, qu'en Afrique de l'Ouest. Ça, tu vois, c'est une différence. Quel type de situation, par exemple dans les relations par exemple, quand un homme rencontre une femme et qu'il a envie, quand un homme et une femme se plaisent, il y a des pays comme le Cameroun ou le Congo où on y va, quoi. Très franchement, on perd pas de temps. Voilà, on perd pas de temps. On papillonne pas au-dessus de la fleur. Enfin,
Oui, bien sûr qu'on fait une cour aussi, mais, Oui, non, mais ça ne serait pas choquant d'entendre une fille dire bon, qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu veux, moi j'ai déjà quelqu'un, mais si toi tu es intéressé par moi, on peut trouver une. Enfin, tu vois, des choses comme ça très directes, quoi. Ouais. Dans d'autres cultures, ça ne se fait pas de dire les choses comme ça. Donc, tu vois, il y a dans la façon d'être, de se tenir, de se comporter, de gérer les relations hommes-femmes, de gérer les relations interpersonnelles, il y a des différences. Même, tu vois, sur le continent africain, parce que souvent on a toujours le sentiment que le continent africain est un. En fait, non, il y a des espaces tellement différents, il y a tellement de pays, tellement de cultures différentes. C'est comme de comparer un Norvégien et un Espagnol et un Polonais. Ils font tous partie du continent européen, mais c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes habitudes et façons de faire. Bah, c'est pareil en Afrique, donc il faut s'adapter à tout ça. Ah, ça me permet de rebondir du coup sur donc le podcast c'est surprise interculturelle pour savoir si toi tu as déjà eu des surprises justement dans tes voyages en Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Mais est-ce que tu as des anecdotes à nous partager? Alors oui, des surprises. Alors d'abord il y a toujours la surprise du dépaysement. Et moi le voyage dont je me souviendrai toujours, je crois, c'est Hong Kong. Je suis allée à Hong Kong, j'avais 14 ans, j'y suis allée en 1991, si mes souvenirs sont beaux. Hong Kong était encore britannique à cette époque-là. Et j'y suis allée avec mes deux parents, avec mon père et ma mère. Et alors là, la première surprise, elle était d'abord thermique. Alors, à cette époque, j'habitais à Brazzaville, et donc on y était allé en vacances. Pour moi, c'était les vacances, c'était l'été. Et donc, on était passé par Paris, évidemment, et puis on avait pris un vol de Paris jusqu'à Hong Kong. Et là, quand tu sors de l'avion, parce qu'il n'y avait pas les sas, là, on était sortis, il y avait les petits escaliers là, qui descendent de l'avion, c'était comme ça, voilà, direct sur le tarmac. Et donc là, directement à la sortie de l'avion, déjà, j'avais le sentiment qu'on m'avait renversé un seau d'eau chaude sur la tête, parce que l'humidité était terrible. Et puis ensuite, quand je suis arrivée dans la ville, bon, c'était vraiment, Hong Kong, c'est surpeuplé, il y a du monde, quoi. Moi qui viens, à l'époque, il y avait 3 millions d'habitants dans tout le Congo. Donc t'imagines, Brazzaville, c'était une toute petite ville, rien à voir. Donc tu vas à Hong Kong. Hong Kong, c'est une New York asiatique. Tu vois, donc c'est une ville où il y a du monde partout, ça bouge, ça marche, ça travaille en permanence. Et puis le truc que j'ai vu, c'est, je vois des bambous partout. Alors il y a plein d'immeubles, plein de gratte-ciel d'immeubles et tout. Puis je vois des bambous autour des immeubles et je ne comprenais pas. Alors je demande à mon père, mais qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, ce sont des bambous. Je dis, mais pourquoi il y a des bambous là? Et là, il m'explique qu'en fait, on se sert des bambous pour en faire des échafaudages. On se sert de ça pour construire les immeubles. Et donc moi, surprise, mais c'est solide, mais ils montent dessus. Ben oui, ils sont très agiles, regarde, ils montent dessus. Et en fait, le bambou, de toutes les façons, c'est une plante qui est très solide, qui est très rigide. Donc on peut s'en servir comme échafaudage. Donc il y a des surprises comme ça, qui sont des surprises du dépaysement. Et pour moi, le plus grand dépaysement, ça a été Hong Kong. En plus, j'avais 14 ans. Mais oui, c'était... Et je partais de Brazza, quoi. Mais, donc, voilà. Mais des surprises d'interculturalité, je dirais que... Bon, d'abord, on peut avoir des surprises d'interculturalité, même dans des pays que tu connais très bien. Et je crois que moi, c'est quand je suis revenue vivre en France après mon bac, donc j'avais 17 ans. Donc je retrouve mon amie d'enfance, Luana. Et puis bon, on se balade, on va visiter Paris, tout ça. Elle me remontre Paris et tout, parce que bon, moi, à mon âge, quand j'ai quitté tu la faisais région, pas du tout les mêmes choses. Je faisais pas les mêmes choses. Je n'allais pas me balader à Saint-Michel, je n'allais pas au Halles, enfin, je faisais pas tout ça. Donc là, on fait tout ça. Et puis souvent, dans la rue, je parle aux gens. Je dis, bonjour monsieur, il est très beau votre pull, j'aime beaucoup votre t-shirt, vous avez un joli sourire madame. Et là, Luana me dit, mais Dominique, tu peux pas parler aux gens comme ça dans la rue. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi? Mais pourquoi? Explique-moi, je veux des arguments. Parce que moi, de là d'où je venais, à Brazza, en fait, c'était très facile de parler aux gens et on parlait très facilement aux gens dans la rue. Mais pour rien, quoi. Alors, peut-être aussi que c'est pas simplement peut-être une différence entre le Congo et la France, c'est peut-être aussi une différence, peut-être que si j'avais été dans une petite ville de province, ça se fait plus. Dans les villages. Dans les villages davantage, parce que villes, même dans les villes de province, ça ne se fait pas. Par exemple, j'ai vécu à Rungis, qui était une petite ville à l'époque, dans le 94, avec mes parents, quand on est revenu en France, on a habité à Rungis.
C'était une toute petite ville, les gens se disaient bonjour dans la rue. Mais ça c'est très rare en région parisienne. Mais parce que c'était une petite ville, voilà, c'était un peu comme un petit village, quoi. Donc on se disait bonjour dans la rue. Bah, chez mes parents, c'est comme ça. Nous, notre maison de famille est dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Et donc, tout autour de la Bretagne, tu as le sentier des douaniers, le GR34. Et donc, on va régulièrement se balader sur le sentier des douaniers. Et on reconnaît ceux qui ne sont pas du coin parce qu'ils ne disent pas bonjour quand ils nous croisent. Mais d'ailleurs, quand on fait de la randonnée, on se dit toujours bonjour. Ouais. Quel que soit l'endroit où Ouais. on randonnait, les randonneurs se saluent toujours, ça c'est vrai aussi. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a des régions et il y a des villages, comme tu dis, où on se salue. Ouais. Donc, voilà, oui. ça c'était vraiment... j'ai dû apprendre qu'en fait, il ne faut pas parler comme ça dans une grande ville comme Paris aux gens dans la rue facilement, parce que tu peux te retrouver aussi à la merci de gens qui sont pas très bien intentionnés. Il ne faut pas... voilà, c'est la grande ville. Et puis, tu apprends à rentrer dans les codes culturels. Dans les codes culturels. Pour faire partie du groupe. Exactement. Voilà. Étonnamment, c'est pas de dire bonjour aux autres, c'est de ne pas leur dire. Exactement. C'est de ne pas dire bonjour à tout le monde, c'est de ne pas parler n'importe comment à n'importe qui. Donc, on apprend ça aussi. J'ai une petite question sur... c'est une question que je me pose depuis un moment, c'est le rapport au français. Parce que TV5 Monde, c'est quand même voilà, un lien entre la francophonie particulièrement. Alors, comment j'explique ça? Mais en fait, j'ai l'impression que souvent les questions de francophonie sont très liées... Il y a souvent une verticalité venant de la France. Je suis un peu dérangée par parfois la manière dont c'est abordé qui peut sembler un petit peu coloniale, en fait, encore. Et en même temps, je me dis que la langue, ça permet de réunir les gens et d'avoir un terrain commun. Toi, c'est quoi ta vision de ça? Pour toi, c'est quoi le rôle du français ou de la francophonie pour tisser des liens entre des cultures différentes? Tu sais, ce que tu dis là, je pense que c'est le grand sujet de la francophonie et en réalité, il n'a jamais vraiment été tranché. Il y a deux façons de voir la francophonie. On peut la voir comme la défense du français autour de la France, et donc la défense des pays qui parlent le français uniquement. Et la francophonie, ça peut être aussi perçu comme un ensemble de pays qui ont en commun la langue française, mais qui ont aussi, eux, d'autres langues. Donc en fait, dans l'espace francophone, on peut admettre qu'il y a beaucoup de langues, qu'il y a plusieurs langues, et que l'espace francophone, ce n'est pas seulement la langue française. Mais ça, c'est une vision de la francophonie qui n'a jamais réellement été tranchée. Mais dans les textes, on parle des deux, tout de même. D'accord. On parle des deux, mais elle n'a jamais vraiment été tranchée. Moi, je suis très attachée à la francophonie, pour une raison évidente. C'est que c'est la langue française qui me permet de parler avec un Ivoirien ou avec un Sénégalais. C'est pas la langue française qui me permettrait de parler, par exemple, avec un Angolais ou avec un Congolais de la RDC. Parce que même si on peut avoir des langues en commun, le français en commun, en fait, on a des langues africaines en commun. Donc, par exemple, avec un Angolais, qui est de l'ancien royaume Congo, je pourrais parler en Kikongo. Je peux parler en Kikongo aussi avec des Congolais de RDC. Je peux parler en lingala aussi avec des gens qui vivent au Gabon, qui vivent en Centrafrique, qui vivent en RDC, qui vivent aussi en Angola, parce qu'il y a des lingalophones aussi en Angola. Donc j'ai des langues autres que le français pour parler avec des gens de ces pays-là. Néanmoins, il y a des pays en Afrique avec lesquels sans doute on n'aurait pas de lien s'il n'y avait pas la langue française. C'est un butin de l'histoire, disait l'écrivain. Ben, ce butin, c'est le nôtre maintenant. Voilà. C'est notre butin. Bien sûr, la langue française, elle est arrivée dans les conditions que l'on sait. La colonisation est arrivée, c'est pour ça qu'on parle le français. Mais maintenant que cette langue française existe, qu'on se l'est appropriée, et se l'approprier, ça ne veut pas dire oublier nos langues, attention, mais ça veut dire parler une langue de plus, et bien cette langue, elle nous permet d'aller vers l'autre. Donc oui, j'y suis attachée pour cette raison. Mais moi, ma vision, c'est que elle doit pas être... c'est pas à l'exclusion des autres, tu vois. Et tout à l'heure, je te disais que l'espace francophone et les langues de la francophonie, ça ne devrait pas seulement être
uniquement le français. C'est aussi les langues des francophones. Et ça, on a du mal à l'imaginer On en a du France mal à parce l'imaginer. qu'on a une seule langue officielle. Absolument. On a du mal à l'imaginer en France parce qu'en France, on est dans un pays qui est quand même extrêmement jacobin, très centralisateur. Donc, on est assez exclusif en réalité. C'est pour ça qu'en France, d'ailleurs, par exemple, quelqu'un comme moi, on me demande souvent, mais tu te sens plutôt congolaise ou française? Mais la question ne se pose pas et je ne peux pas répondre à cette question. Je suis autant congolaise que française. Mais c'était Jamel Debbouze, non? Qui avait dit, mais en fait, c'est comme si on me demandait de choisir entre ma mère et mon père. Ça n'a aucun sens. Exactement. Et puis, en plus, moi, je dis souvent, mon histoire à moi, qui est vraiment qui est personnelle, mais mon histoire, c'est d'avoir vécu dans les deux pays, d'avoir eu la chance et le grand bonheur de vivre dans les deux pays. Donc, il n'y a pas un pays qui est plus important pour moi que l'autre, en fait. Parce que je me suis formée, enfin je veux dire toute ma vie d'adolescente, toute ma formation de jeune fille c'était au Congo, ma petite enfance c'était en France, ma vie de femme c'est en France, mais en même temps toute ma famille, mes ancêtres, ma famille, là où on me connaît et là où on peut... Tu vois par exemple quand je suis au Congo, on peut me demander « Ah mais toi tu t'appelles... » On peut me dire « Ah mais toi tu t'appelles Dominique Chimbakala. » Ah, mais j'ai connu ton papa, mais j'ai connu ton grand-père. Ah oui, mais ton grand-père était infirmier, je me souviens quand... Donc cet ancrage-là, c'est le Congo qui me l'apporte. Je n'ai pas cet ancrage-là en France. Ou en tout cas, si je l'ai, il ne remonte pas à aussi loin que je pourrais l'avoir au Congo. Au Congo, on peut me connaître, moi, on va connaître mon père. En fait, des personnes que je rencontre peuvent me parler de moi, peuvent me parler de mon histoire. Je suis connue et je suis reconnue. Tu peux leur dire bonjour quand tu les Et croises dans la rue. je peux leur dire bonjour dans la rue. Mais tu vois, on me connaît, Ouais. je suis connue, je suis reconnue. Et je pense que pour un individu, être connu et reconnu dans une communauté, c'est indispensable au fait de pouvoir se construire, à la construction identitaire en fait. Pour la construction identitaire, on a vraiment besoin d'être... J'aime beaucoup cette image, mais c'est l'image des racines, des racines et des feuilles quoi, de l'arbre, tu vois. Il y a les racines et il y a les feuilles. Donc, moi, j'ai des racines et mes feuilles, elles sont à la fois au Congo et en France, puisque j'ai vécu dans les deux pays, mais mes racines, elles sont évidemment au Congo. Et mes feuilles, elles sont en France et au Congo, un peu des deux. Voilà. Et pourquoi est-ce que je devrais choisir ? Quel est le... Est-ce que ça aurait du sens, tout simplement ? Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Ça aide les personnes qui n'ont pas cette diversité dans leur à te mettre dans une case. Ça les rassure. Ça les rassure, parce que les êtres humains ont besoin de mettre les autres êtres humains dans des cases. Mais même tout d'ailleurs, pas que les êtres humains, mais notre cerveau fonctionne comme Notre ça, on a cerveau besoin de mettre dans des fonctionne cases comme ça, pour savoir comment réagir rapidement en fait, Exactement. face à une situation. Voilà. Mais c'est tellement limitant, et puis bon, c'est un côté animal, on est plus que juste des animaux, on peut être conscient qu'on a tendance à fonctionner comme ça et du coup dépasser ça pour enrichir notre quotidien et notre rapport à l'autre évidemment. Mais oui, c'est... Et alors, je sais pas ce que toi t'en penses, est-ce que tu penses que les médias ont un rôle à jouer dans la promotion du dialogue justement entre les cultures, de rapprocher les gens, ou pas forcément, enfin... Je sais pas si... ma question est claire déjà. Oui. Moi, j'ai envie de te dire que oui. J'ai envie de te dire que oui, parce que les médias, c'est une porte sur l'autre. Donc, quand on est une porte sur l'autre, on doit essayer de se rapprocher des autres plutôt que de s'en éloigner. Donc oui, je crois que oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas des différences. Mais la différence, au contraire, bien au contraire. Parce qu'on a des choses à s'offrir et à partager que si on est différent. Si on est tous pareils... Qu'est-ce qu'on a à offrir à l'autre, en fait ? Rien. On peut offrir notre différence, c'est notre différence qu'on offre. Mais il faut pouvoir montrer que cette différence-là... En fait, souvent quand je parle du voyage, je fais une petite digression, mais quand je parle du voyage, souvent, je dis que c'est très important de voyager dès l'enfance. Souvent, les gens se disent « Oui, mais les enfants ne se souviennent pas, ils ne vont pas avoir de souvenirs de tous les voyages qu'ils ont faits, à quoi ça sert, etc. » En fait, c'est hyper important, quand on peut le faire, bien sûr, et c'est structurant. Parce que quand vous grandissez en voyageant, vous vous construisez en sachant que chez les autres, c'est différent,
c'est pas forcément mieux ou moins bien. En fait, c'est juste différent. C'est ça. Et en fait, vous grandissez en sachant ça, vous vous structurez comme ça. C'est pas comme de voyager quand on a déjà 20, 25, 30 ans, qu'on est déjà bien encrouté, bien formé, et puis, ah oui, mais nous, on fait comme ça. Donc, ça veut dire que c'est comme ça que ça doit se faire. Non, quelqu'un qui a voyagé depuis toujours et qui a vécu dans des pays étrangers, normalement, il est un peu à l'abri de ça, quoi. J'ai l'impression de m'entendre parler. C'est pour ça que j'ai fondé Constellation, mon ONG, pour apporter le monde aussi aux enfants qui ne pouvaient pas voyager et pour qu'ils gagnent justement cette connaissance de l'autre, de la diversité. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que c'est incroyable, toutes nos différences, c'est génial. Mais en fait, mes élèves, ce qu'ils ont appris, je me rappelle la première classe dans laquelle je suis intervenue, les élèves étaient en CE2, CM1, tu vois, et je leur demande au bout de 3 semaines d'atelier et tout, autour de la diversité, de leur culture, des autres cultures, etc., ce qu'ils ont appris, en me disant, ils vont me dire qu'ils ont appris qu'il y avait plein de choses différentes dans le monde. Non. Ils m'ont dit, en fait, on a appris qu'on avait beaucoup plus de points communs que ce qu'on imaginait. Ben oui. Donc ça, oui, je crois que, bien sûr, je pense que les médias qui sont une porte sur l'autre, je pense qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans, bien sûr. Est-ce que... alors si, je sais que j'allais passer à autre chose, mais je vois que j'ai perdu ma bonnette, tiens. Qu'est-ce que je voulais te demander alors tu dis que tu as envie de partager l'Afrique avec le monde. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'Afrique, par où on commence ? Peu importe. Moi, je dirais... c'est très difficile de répondre à cette question parce que on peut décider de commencer par un pays qui va être le plus dépaysant pour nous, ou au contraire, on peut décider de commencer par quelque chose qui est le moins dépaysant pour nous. Tout dépend de comment on se sent, comment déjà on se sent par rapport au voyage, est-ce qu'on aime être dépaysé ou pas, et puis d'où on vient, parce que... je pense qu'un Méditerranéen, qui n'a pas très envie d'être, enfin, pour qu'il voyage, si on est, par exemple, si on est Méditerranéen, qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voyager, qu'on a un peu peur d'être dépaysé, c'est bien de commencer par les pays du Maghreb, parce que c'est une culture méditerranéenne. Bon. Si on a envie d'être très dépaysé, c'est bien d'aller dans un pays d'Afrique qui ne parle pas sa langue. Parce qu'en Afrique, tu as des pays anglophones, lusophones, même hispanophones, francophones, bien sûr. Donc, un Français qui va aller en Afrique francophone, il y a une histoire commune. Donc, même s'il peut être dépaysé parce qu'il est quand même dans un autre pays, mais il y a quand même beaucoup de points communs. Un Français qui part au Nigeria, par exemple, c'est quand même autre chose. Qui part au Kenya, c'est quand même autre chose. Qui part en Tanzanie ou au Mozambique, enfin, c'est des pays complets. Qui part en Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas été colonisée, par exemple, tu vois, donc c'est encore une autre culture. Donc oui, tout dépend de... Je pense qu'il faut d'abord se dire qu'est-ce qu'on a envie de découvrir, comment on se sent par rapport au voyage, et puis en fonction de ça, on choisira. Et au-delà du pays, par quelle porte d'entrée culturelle tu vois moi, je vais te dire, ma réponse intuitive, c'est par la bouffe, par la gastronomie. On va parler mieux que ça. Ceci est un podcast. Écoute, ça serait ma réponse à moi aussi, parce que la nourriture est ma passion. Parce que la nourriture est ma passion. Donc, quand je voyage, effectivement, c'est vrai que j'aime beaucoup manger. Mais tu vois, par la nourriture, et je dirais, quand tu es sur place, par les marchés. Je trouve que quand tu voyages, aller dans un marché, c'est ce qui va te permettre d'apprendre le plus de choses du pays. Être sur un marché. Parce que tu vas voir comment les gens se comportent de façon spontanée, comment ils interagissent les uns avec les autres, quel est leur rythme, est-ce qu'ils sont plutôt lents, est-ce qu'ils sont plutôt rapides, comment est-ce qu'ils font des affaires, comment ils structurent leurs affaires, est-ce que les marchés d'ailleurs sont organisés ou pas très organisés, est-ce que les codes sont visibles ou pas visibles, est-ce que... dans un marché, puis il y a plusieurs niveaux de lecture, et parfois même il faut avoir des guides. Je suis partie en Inde en 2022, et on a fait, donc j'avais repris mes études, j'étais en école de commerce, je faisais un executive MBA à HEC, et donc nous, ce qui nous intéressait dans ces études-là, évidemment, c'est comment est-ce que les gens se structurent, comment est-ce qu'ils font des affaires, etc. C'est hyper intéressant d'observer comment est-ce que les marchés se sont construits, parce que la façon dont les marchés se construisent, la façon dont les gens interagissent,
eh ben, je vois exactement comment est-ce que les gens commercent. Mais au-delà du commerce, c'est comment culturellement les gens interagissent les uns avec les autres. C'est absolument passionnant. Donc oui, la nourriture et les marchés. J'adore. Ça, j'adore. Je valide sur toute la ligne, évidemment. Avant de passer aux petites questions bonus de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu avais envie de parler, une question que je t'ai pas posée, quelque chose que tu as envie de partager Ça, c'est toujours la question piège pour bah moi. oui. Parce non, que... mais tu as le droit de répondre non. Ou alors on est reparti pour 3/4 d'heure de podcast, je ne sais pas. Non, je sais pas, ça me vient pas là comme ça, mais peut-être que subitement je vais avoir une idée et puis je vais te dire. Alors, on passe donc aux questions bonus. C'est une manière de te connaître un peu différemment, sous l'angle culturel évidemment. Est-ce qu'il y a un rituel dans n'importe quel pays du monde qui te plaît particulièrement? Alors ça peut être une fête, ça peut être un moyen de communiquer, d'exprimer le respect, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Alors mon rituel à moi, quand j'arrive dans un pays, alors si c'est un rituel que je fais moi toute seule, c'est d'aller sur un marché. J'aime aller au marché incognito et puis faire des achats. Et j'aime marchander aussi. Donc souvent je marchande et je prends le temps de faire ça. Et j'observe. Parce que le marchandage, c'est pas simplement obtenir un prix moins cher. C'est pas ça en fait l'idée du marchandage. C'est interagir avec l'autre. Parce qu'avant de marchander, on se pose des questions, on discute, on parle d'autre chose, et puis on revient à l'objet, etc. Il y a vraiment une cérémonie du marchandage. Donc j'aime ça. Ça me fait rire, excuse-moi, je te coupe, mais je sors un épisode de podcast là-dessus mardi. Donc, quand notre épisode sortira, il sera déjà sorti, mais sur la Tunisie, et exactement là-dessus, sur le fait que le marchandage, pour moi, c'est en fait, si tu n'as pas envie et que tu n'as pas le temps, et que tu payes le prix fort, il n'y a pas de problème, tu peux acheter. Mais ton temps et l'énergie que tu vas mettre dans ton rapport à l'autre a une valeur. Exactement. Et moi, je trouve ça magnifique, le marchandage, précisément pour ça. Exactement. Pendant le marchandage, parce que quand même pour les gens qui ne connaissent pas bien ou qui n'ont jamais vraiment beaucoup marchandé, qui s'imaginent oh là là, non, ça c'est, j'aime pas ça, j'ai l'impression de voler l'autre, etc. D'abord, personne ne vole l'autre et on ne volera jamais l'autre parce que le marchand ne vendra jamais à perte, donc ça c'est clair. Mais le marchandage, c'est aussi parfois s'asseoir, souvent dire ah bon, moi je suis pas pressée, je vais m'asseoir. Et puis le marchand arrive, dit bon ben très bien, je vais te servir du thé, et puis on va discuter, et puis je vais t'expliquer les produits. Et donc, j'ai fait ça dernièrement, je suis partie au Maroc, à Tanger, toute seule. Super aussi de voyager toute seule. Toute seule un week-end, et je me suis perdue dans la médina de Tanger. Enfin, je me suis perdue. Je me suis laissée... J'ai pris le temps, en fait, je me suis dit, je vais me balader, puis je vais me perdre dans les rues, puis je vais voir où je tombe, etc. Et donc, je suis tombée sur une boutique qui vendait des tapis. Je me suis dit, bon ben super, comme ça je vais rapporter des tapis. Et je suis restée, je crois, 2h30. Juste avant de passer à la boutique, j'avais acheté des pâtisseries. Donc j'étais avec mes petites pâtisseries et puis je marchais. Puis le monsieur m'appelle, ah mais venez, j'ai des tapis. Je dis, bon, très bien, donc j'entre. Puis il commence à me montrer tous ces tapis, etc. Il me dit les prix, etc. Je dis, oui, très bien, bon, mais peut-être qu'on peut discuter un peu les prix. Et puis il commence à m'expliquer. Et puis je dis, bon, mais moi je ne suis pas pressée. Il me dit, bon, ben si vous n'êtes pas pressée, asseyez-vous, je vais vous faire un thé. Je dis, ah, ben, très bien, moi j'ai des pâtisseries, on va partager ça. Et pendant qu'on partageait notre thé et nos pâtisseries, il me parlait des produits, etc., etc. Je suis repartie de là avec 2 tapis, mais ce n'était pas ça en fait le sujet. Je suis repartie plus riche. Parce qu'il m'a expliqué comment ces tapis sont fabriqués, dans quelle région, comment est-ce que les femmes travaillent ça, etc. Parce que c'est tout ça qui donne la valeur au produit et c'est tout ça qui a donné de la valeur au temps que j'ai passé avec ce monsieur. Voilà. Mais tellement. Est-ce qu'il y a un plat, justement, on parle de cuisine, je sais que ça va être dur d'en choisir un. Est-ce qu'il y a un plat qui te plaît particulièrement? Qui me fait me rouler par terre? Vraiment? Allez, ouais. Non, il y a vraiment trop de plats que j'aime manger. Mais je pense que les gens qui me connaissent le savent. Au Congo, et pas qu'au Congo d'ailleurs, parce qu'on en trouve aussi au Cameroun, au Gabon, il y a un petit fruit, mais qu'on mange en légumes avec de la viande ou du poisson, qu'on appelle les safou chez nous. Au Cameroun, on appelle ça les prunes, et au Gabon, on appelle ça les atangas. C'est une petite prune violacée à la chair blanche ou verdâtre.
Et vraiment, je peux me rouler par terre pour ça, quoi. Vraiment, ah oui, non, vraiment ça, j'adore. Ben, c'est Ça, marrant, avec du manioc, Ouais. comme on le fait chez nous au Congo, qu'on appelle la chikwang aussi, safu, chikwang, avec du poisson salé, de la morue salée, cuisinée. Ah, ça, je peux me rouler par terre pour ça. Bon, à quelle heure on mange? Tu m'invites? Bientôt là, on commence à se donner faim déjà. Est-ce qu'il y a un style de musique traditionnelle ou un artiste d'un pays qui te plaît particulièrement, que tu as envie de partager? Alors, j'aime toutes sortes de musique. J'écoute toutes sortes de musique, vraiment. Mais vraiment, la musique qui parle au plus profond de mon être, vraiment, c'est la salsa. On a de la très bonne musique au Congo, hein, je dois le préciser. Hein. On a vraiment de la très 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 bonne musique. Et j'aime la musique congolaise aussi, vraiment beaucoup. J'aime les rumbas congolaises. J'aime beaucoup Franco, qui était un grand artiste, un grand chanteur de rumba congolaise, qui avait des textes absolument fabuleux, qui chantait la société. Mais la salsa, la salsa, c'est pas un genre musical en réalité, parce qu'en réalité, il y a du son, il y a la charanga, il y a le cha-cha-cha, il y a la timba aujourd'hui, il y a toutes ces musiques-là. Donc quand je dis salsa, c'est un terme générique pour parler des musiques afro-cubaines et afro-latines en tout cas. Mais pour une raison que j'ignore, Charlotte, parce que je ne sais pas pourquoi je suis aussi sensible et réceptive à cette musique, c'est la musique qui me fait voyager, peut-être dans d'autres vies, je ne sais pas, mais c'est vraiment la musique. Si je suis heureuse, j'écoute de la salsa. Si je suis triste, j'écoute de la salsa. Si je suis nostalgique, j'écoute de la salsa. Et quand j'ai vraiment envie de danser et d'exprimer vraiment tout ce qui est à l'intérieur de moi, je danse la salsa. Donc c'est vraiment ma musique. Et en termes d'artistes, il y a un groupe, il y a beaucoup de groupes, je pourrais te parler de 1000 groupes, mais il y a un groupe que j'aime beaucoup qui est un groupe cubain. C'est vraiment la locomotive de la musique cubaine. Et c'est un groupe, plusieurs membres sont décédés, mais le groupe se régénère puisque les enfants ont repris le flambeau et puis d'autres sont entrés dans le groupe. Donc c'est un groupe éternel. Et c'est Los Van Van. Los Van Van de Cuba. Génial, Voilà. je mettrai, mais en fait, il va falloir que tu nous fasses une playlist à partager. Avec plaisir. Parce qu'évidemment, donc, je mettrai le lien d'écoute pour Los Van Van. Mais je dois dire que, hormis, tu vois, la salsa, les musiques qui me parlent le plus, en réalité, sont des musiques caribéennes, sont les musiques des îles. J'aime beaucoup la salsa, en particulier cubaine, donc. Et le rythme d'aujourd'hui que j'aime beaucoup aussi, c'est la timba, mais j'aime beaucoup le son cubain aussi. J'aime beaucoup le zouk et les musiques traditionnelles des Antilles. Pas seulement le zouk, qui a été inventé par Kassav et qui est une musique moderne, mais j'aime beaucoup les musiques. En fait, j'aime les musiques traditionnelles. J'aime vraiment les musiques traditionnelles des Antilles, les musiques traditionnelles de chez moi aussi, du Congo, que je trouve absolument magnifiques, toutes les musiques traditionnelles. Il y a un rythme en RDC, donc dans l'autre Congo, qui est un rythme du pays Kasaï, chez les Baluba du Kasaï. Et cette musique et ce chant s'appelle le Mutwashi. C'est une danse formidable et les rythmes Luba du Kasaï, j'adore. En fait, j'aime les rythmes traditionnels, voilà, essentiellement. Et alors là, moi, je reviens de Colombie. Tu sais danser la salsa caleña de Cali? Mon Dieu, c'est acrobatique. La salsa caleña, c'est une salsa très acrobatique, ça te fait faire du sport. Je me débrouille pas mal, je suis plus une danseuse de salsa cubaine, mais j'ai quand même quelques bons pas de salsa caleña. Ah, pas mal, pas mal. Et dernière question qui est pas facile, enfin moi je sais pas honnêtement ce que je répondrais. Est-ce qu'il y a un pays qui te touche plus qu'un autre? Pays où, je sais pas, tu te sens chez toi, où je suis déjà allée, où j'aimerais aller. C'est toi qui réponds comme tu veux à la question. Je peux te parler des pays où je suis... Par exemple, dernièrement, je suis allée dans un pays... alors, je ne sais pas s'il m'a touchée plus que d'autres, mais en tout cas, ça a été un appel. Il y a quelque chose dans ce pays qui m'appelait, c'était le Cap-Vert. Alors, moi, j'ai un truc avec les îles. J'aime les îles. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Je suis très sensible à la musique des îles, à la cuisine des îles,
à la culture des îles, peut-être que dans une autre vie, voilà. Mais tu sais, je viens du bassin du Congo. Mon père est originaire de la région de Pointe-Noire. Et tu sais, la région de Pointe-Noire, qui faisait partie de l'ancien royaume Luango, enfin du royaume Luango, puisqu'il existe toujours, il y a toujours un roi, c'était un des plus grands ports de départ d'esclaves vers le Nouveau Monde. En Afrique, il y a eu bien sûr le golfe de Guinée, donc le Dahomey, le Bénin, Ouida, il y a eu aussi le Sénégal, le Gorée, tu connais, et puis il y a le Congo. Il y a beaucoup d'esclaves, beaucoup de peuples Congo qui ont été amenés en esclavage en Haïti, en Amérique latine, aux Antilles, etc. Et bon, alors parfois, quand je réfléchis, je me dis, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a eu de lointains ancêtres ou des gens de la famille qui sont partis là-bas, mais vraiment, moi, je suis très attirée par les îles. Par exemple, quand je suis partie en Martinique, oui, je pense que quand je vais en Martinique, c'est très différent de chez moi à plein d'égards. Mais en fait, la première fois que je suis allée en Martinique, c'est comme si, en fait, tout m'était familier. Voilà, tout m'était familier. Je vois très bien. J'ai vécu ça avec la Tunisie, moi. Mais il y a des endroits comme ça qui te... Oui. T'es à la maison. En fait. Oui, où vraiment tout, les odeurs, les couleurs, la végétation, les paysages, enfin, tout m'était familier, quoi. Tout. Génial. Eh ben, c'est loin d'être la fin parce qu'on a pourrait parler encore pendant plein de des heures choses encore, dont on pourrait parler, mais en tout cas, c'est la fin de cet épisode. Merci 1000 fois, Dominique, d'être venue sur le podcast. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir considéré, jugé que mon histoire pouvait être intéressante et peut-être instructive pour beaucoup d'autres personnes aussi. J'en suis certaine, je suis sûre que ça va beaucoup plaire. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. En ce début d'année, je vous invite à soutenir l'ONG Constellatio, dont je suis fondatrice, qui éduque les enfants à la paix et à la beauté de notre diversité culturelle depuis bientôt 14 ans. Découvrez ce que nous faisons et faites un don sur le lien dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une belle année 2025. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Surprises interculturelles.